L'image populaire du chevalier médiéval est un mensonge. Pas un petit mensonge, mais une fantaisie colossale bâtie sur des armures étincelantes et des contes de fées. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'ébrécher cette fantaisie. Nous lui lançons un trébuchet. Nous avons compilé 33 de leurs croyances et pratiques parmi les plus profondément stupides, qui prouvent que leur plus grand ennemi n'était pas un dragon, mais le plus souvent leur propre logique désastreuse. Oubliez la chevalerie, ceci est une plongée en profondeur dans l'absurdité historique pure et sans phare. 1. Le baume de larmes. Alors, vous êtes un chevalier, et un ennemi vient de vous entailler méchamment le bras. Quelle est l'étape logique suivante? Soigner la blessure? Non, ça, c'est une pensée de paysan. L'approche véritablement éclairée et mondaine consistait à retrouver l'épée même qui vous avait coupé et à lui appliquer délicatement un onguent spécial. C'était le baume de larmes, une croyance médicale enracinée dans une forme délirante de magie sympathique. L'idée était qu'en guérissant l'arme, la blessure recevrait le message et se soignerait elle-même à distance. Pendant ce temps, votre bras bien réel, probablement enveloppé dans un chiffon sale, était laissé à se défendre seul contre la gangrène. Il montrait non plus de sollicitude médicale pour un morceau de métal aiguisé que pour leurs propres membres, prouvant que la chevalerie s'étendait apparemment aux objets inanimés. 2. Les sous-vêtements féminins comme porte-bonheur. Imaginez la scène, le tonnerre des sabots, le fracas des lances, la brutalité d'un tournoi. Sur quelle force surnaturelle notre brave chevalier compte-t-il pour se protéger? Une relique sacrée? Une prière murmurée? Plus probablement, un morceau de sous-vêtement féminin noué à son casque. C'était la faveur, un gage offert par une dame noble, censé conférer au chevalier un courage et une chance surhumains. Cela pouvait être une manche ou un ruban, mais les récits historiques suggèrent qu'il s'agissait souvent d'un vêtement plus intime. C'est un choc d'images spectaculaire. Un guerrier redoutable enfermé dans l'acier, prêt à mourir, mais aussi profondément préoccupé par le fait que son porte-bonheur, battant au vent, mette correctement son visière en valeur. 3. L'urine comme antiseptique et le cataplasme de viande pourrie. Si les soins d'une blessure chez un chevalier n'impliquaient qu'au pas de la magie, ils impliquaient presque certainement quelque chose de répugnant. La première étape des premiers secours sur le champ de bataille consistait souvent à rincer la plaie avec de l'urine, que l'on croyait être un agent nettoyant puissant et stérile. Mais ce n'était que l'entrée. Le plat principal de ce festival de médecine désastreuse était le cataplasme. Pour extraire les mauvaises humeurs, responsables de l'infection, ils appliquaient parfois directement sur la blessure une compresse de viande, en décomposition ou de chair de momie. La théorie était que la pourriture du cataplasme attirerait la pourriture du corps. Ainsi, leur remède génial pour une plaie qui pourrit était encore plus de pourriture. C'est un miracle que l'espèce humaine ne se soit pas éteinte sur le champ. 4. Épouser et baptiser des épées. La relation d'un chevalier avec son épée était intense. Ce n'était pas seulement un outil, c'était une compagne nommée, un symbole de statut et une extension de son âme. Et parfois, ils officialisaient cette relation. Les chevaliers d'élite organisaient des cérémonies de baptême pour leur lame, au cours desquelles un prêtre bénissait l'arme, lui donnant un nom et une faveur divine au combat. Certains poussaient cette personnification troublante encore plus loin, allant jusqu'à célébrer des rituels symboliques de mariage avec leurs épées favorites, jurant une fidélité mortelle à vie. Ce n'était pas simplement une manie excentrique, c'était une pratique solennelle, traitant un bloc d'acier aiguisé avec la même révérence qu'un être humain. Cela fait vraiment se demander qui devait annoncer la nouvelle à l'épouse bien réelle. 5. Se laver est dangereux. Pour un chevalier médiéval, être propre était une idée catastrophiquement mauvaise. Les plus grands esprits médicaux de l'époque étaient même convaincus que l'eau chaude constituait une menace. On croyait qu'elle ouvrait les pores, créant sur tout le corps de minuscules portes d'entrée par lesquelles la prey miasme, l'air mauvais et chargé de maladies, pouvait s'engouffrer et semer le chaos. Les bains publics étaient aussi considérés comme des repères de péché capables d'égarer un noble chevalier. Alors, quelle était l'alternative? Il se contentait de se frotter le corps avec un linge de lin sec. Et pour lutter contre les odeurs corporelles,
Ils se contentaient souvent de s'asperger de parfum, ou, mieux encore, de s'enduire d'une couche de graisse animale. Ils ont littéralement choisi d'être inflammables plutôt que frais. 6. Le vœu du faisan. Les chevaliers étaient obsédés par l'honneur mis en scène, et rien ne l'illustre mieux que le vœu du faisan. Ce n'était pas une simple promesse, mais un spectacle public élaboré qui se déroulait lors de grands banquets, le plus célèbre ayant eu lieu à la cour du duc de Bourgogne au XVe siècle. Un faisan rôti, richement décoré, était présenté. Les chevaliers posaient alors la main sur l'oiseau et proclamaient un serment extravagant. Ce n'étaient là pas des objectifs pratiques. C'était des choses du genre « Je fais le vœu de garder un œil couvert jusqu'à ce que j'ai combattu l'infidèle » ou « Je fais le vœu de ne pas reculer de plus d'un seul pas dans aucune bataille pendant 1 an ». C'était de la fanfaronnade pure et brute, une démonstration médiévale conçue entièrement pour un public, sans pratiquement aucun souci du sens tactique ou des instincts élémentaires de survie. 7. La médecine à base de fumier animal. Aventurons-nous dans la pharmacie chevaleresque, où l'ingrédient principal de nombreux remèdes était quelque chose que vous auriez gratté de votre botte. Un cas de calvitie? La prescription était une pâte d'excréments de paon. Une plaie qui saigne, un cataplasme de fumier de porc séché et réduit en poudre était censé arrêter l'hémorragie. Ce n'était pas du folklore marginal, c'était un traitement médical de haut niveau. Il croyait que différents types de déjections possédaient des propriétés uniques. Pour une classe d'hommes tellement obsédés par leur propre pureté et leur noblesse, il est profondément ironique qu'ils aient été si disposés à se couvrir littéralement de merde au nom de la santé, pleinement convaincus qu'ils utilisaient les remèdes les plus avancés disponibles. 8. Les chaussures longues et pointues vous rendèrent plus viril. Comment un chevalier prouvait-il son statut et sa virilité lorsqu'il n'était pas sur le champ de bataille? Par la mode absurdement peu pratique des poulaines ou krakow. Il s'agissait de chaussures en cuir avec des bouts incroyablement longs et pointus. La longueur de la pointe était un indicateur direct de votre rang social. Plus elle était longue, plus vous étiez important. Certains nobles portèrent des chaussures dont les pointes étaient si longues qu'ils pouvaient à peine marcher, les obligeant à bourrer l'extrémité de mousse ou de laine pour en maintenir la forme. Parfois, ils devaient même attacher une fine chaîne de la pointe de la chaussure à une jarretière au genou simplement pour pouvoir se déplacer. C'était le sommet de la mode masculine. Un guerrier redoutable qui pouvait être totalement vaincu par un simple escalier. 9. L'astrologie dictait la guerre. Imaginez que vous êtes un commandant chevaleresque, à la tête de milliers d'hommes. L'ennemi est vulnérable, le temps est parfait et vos éclaireurs ont découvert une faiblesse dans leur ligne. Attaquez-vous? Bien sûr que non, pas avant d'avoir consulté votre astrologue personnel. Ce n'était pas une considération mineure, c'était une composante essentielle de la stratégie militaire pour certains des dirigeants les plus puissants de l'époque. Les décisions concernant le moment de marcher, d'engager le combat et même de signer un traité de paix étaient souvent dictées par l'alignement des étoiles et des planètes. Un mauvais présage, comme une comète ou une position défavorable de Mars, pouvait immobiliser une armée entière, donnant à l'ennemi tout le temps nécessaire pour se regrouper et se fortifier. Ils confièrent la vie de milliers de soldats et le destin de royaumes entiers non pas à une tactique militaire solide, mais à l'équivalent médiéval de l'horoscope quotidien. Il est étonnant qu'ils n'aient pas simplement capitulé chaque fois que Mercure était en rétrograde. 10. Les licornes étaient réelles et très utiles. Pour les chevaliers médiévaux, les licornes n'étaient pas seulement des créatures de contes de fées. Elles faisaient légitimement partie du monde naturel, répertorié dans les bestiaires aux côtés des ours et des lions. Mais leur croyance allait bien au-delà de la simple existence. La corne de la licorne, connue sous le nom d'alicorne, était considérée comme l'une des substances les plus puissantes sur Terre. On pensait qu'elle était un antidote universel contre le poison. Un roi ou un noble de haut rang possédait un morceau d'alicorne, généralement une défense de narval vendue par de rusés marchands, qu'il plongeait dans son vin pour neutraliser toute toxine potentielle. Cela faisait de la licorne non seulement une bête magique, mais aussi un élément vital de la sécurité domestique. C'est son côté éminemment pratique qui rend tout cela si stupide. Ils ne rêvèrent pas de chevaucher de majestueuses licornes. Ils se demandaient
Comment puis-je militariser la corne de cette créature mythique pour être sûr que mon cousin comploteur n'empoisonne pas ma soupe? 11. Uriner sur les ennemis depuis les remparts. Pendant la réalité brutale d'un siège de château, toutes les règles de bienséance passaient par la fenêtre. Si l'huile bouillante et les pierres étaient des armes défensives classiques, les chevaliers employaient aussi une forme de guerre psychologique plus personnelle et plus humiliante. Ils urinaient collectivement sur les soldats attaquants en contrebas. Ce n'était pas seulement un acte désespéré, c'était une insulte calculée, une profonde démonstration de domination. C'était la manière ultime de dire « Tu es tellement en dessous de moi que je ne gaspillerai même pas une vraie arme pour toi ». Dans une société obsédée par l'honneur et la réputation, être trempé dans l'urine chaude et fumante de ses ennemis était une expérience particulièrement démoralisante. C'est l'un des rares cas où leur conviction que l'urine était utile à quelque chose était probablement, à sa manière tordue, absolument correcte. 12. L'invincibilité de l'armure lourde. Mythe. Un chevalier en armure de plate complète ressemblait à un char ambulant, un Terminator du XVe siècle. Et ils croyaient absolument à leur propre légende. Il existait un mythe largement répandu selon lequel un homme équipé d'une armure de plate complète et de haute qualité était presque invulnérable aux armes conventionnelles. Cela conduisait à une forme de courage de l'armure, imprudent, où les chevaliers se lançaient dans des situations tactiquement suicidaires, convaincus que leur carapace d'acier les protégerait. La réalité était tout autre. Bien que l'armure fût efficace, elle présentait des faiblesses critiques. Une flèche bien placée tirée par un puissant arc long pouvait la percer, une lourde masse pouvait broyer l'homme à l'intérieur sans briser l'acier, et si un chevalier tombait de son cheval dans la boue ou dans l'eau, son armure glorieuse et censée sauver sa vie devenait instantanément un cercueil de métal de 60 livres, l'entraînant vers une mort humide et gargouillante. 13. Lancer des cadavres par-dessus les murailles. Lorsqu'un siège s'éternisait pendant des mois, les chevaliers devaient faire preuve de créativité. Et leur idée de la créativité était souvent horrifiante. L'une de leurs tactiques favorites était une forme précoce de guerre biologique. Ils utilisaient leurs énormes catapultes, ou trébuchets, pour projeter par-dessus les murs du château les cadavres en décomposition d'animaux morts, et parfois même d'êtres humains. L'objectif principal était de propager la maladie. Se fondant sur la théorie des miasmes, selon laquelle les maladies étaient causées par les mauvaises odeurs, ils croyaient que la puanteur écrasante de la décomposition créerait une épidémie à l'intérieur de la ville assiégée, forçant ainsi une reddition. Ils ne comprenaient pas les germes, mais ils comprenaient que les corps en putréfaction rendaient les gens malades. C'était une application terriblement efficace, bien que horriblement erronée, de leur science défectueuse, transformant l'air même que respirait l'ennemi en une arme. 14. Les légumes étaient une nourriture de paysans. Pour le noble chevalier, l'alimentation n'était pas une question de nutrition, c'était une question de statut. Et rien ne criait davantage, paysans de basse naissance, que de manger des légumes. Dans leur vision du monde, les aliments qui poussaient dans la terre, comme les carottes, les navets et les oignons, étaient considérés comme grossiers, sales et indignes d'un palais raffiné. Le régime d'un véritable aristocrate reposait sur des choses situées plus haut dans la grande chaîne de l'être. Des oiseaux qui volèrent dans les airs et surtout d'énormes quantités de viande, en particulier provenant d'animaux impressionnants, comme le cerf et le sanglier. Ce régime riche en viande est ce qui a conduit à des problèmes de santé généralisés comme la goutte, mais il l'assumait pleinement. Un chevalier préférait souffrir d'articulations atrocement douloureuses plutôt que d'être surpris en train de manger une salade. Après tout, on est ce que l'on mange, et il n'avait absolument aucune intention d'être un navet. 15. Les dragons étaient une menace réelle. Nous voyons les dragons sur les cartes de fantasy comme un élément décoratif et cool. Pour les chevaliers et les cartographes médiévaux, ce n'était pas une décoration. C'était un avertissement de voyage sérieux. Ils croyaient sincèrement que des territoires lointains et inexplorés étaient habités par de véritables dragons cracheurs de feu. Les chroniques et les bestiaires regorgeaient de descriptions détaillées des différentes espèces de dragons, de leurs habitudes et surtout de la manière de les tuer.
Cette croyance avait des conséquences bien réelles. Elle décourageait l'exploration et le commerce, et alimentait une mythologie dans laquelle les chevaliers étaient les tueurs de dragons désignés de la société. C'est une chose de raconter une histoire héroïque sur le combat contre un dragon. C'en est une autre, d'un tout autre niveau de stupidité, de s'inquiéter sincèrement que votre voyage vers le royaume voisin puisse être retardé parce qu'un reptile écailleux et ailé bloque la route principale. 16. Les règles impossibles de l'amour courtois. Le concept de petit amour courtois était le système d'exploitation de la vie romantique d'un chevalier, et ces règles étaient un chef-d'œuvre d'absurdité. Le principe fondamental était que le véritable amour noble ne pouvait exister qu'en dehors du mariage, et qu'il était toujours dirigé vers une dame de haut rang qui était, point crucial, totalement inaccessible. On attendait par exemple d'un chevalier qu'il tombe éperdument amoureux de la femme de son seigneur, puis qu'il accomplisse des exploits héroïques en son nom, tout en ne donnant jamais suite à ses sentiments. L'amour était censé être douloureux, secret et inassouvi, car on croyait que cette souffrance ennoblissait le chevalier. Le mariage, en revanche, n'était qu'un contrat pratique pour les terres et les héritiers. Ils ont essentiellement créé un système où le but de l'amour était d'être aussi malheureux que possible. 17. Refuser de combattre à pied. L'identité d'un chevalier était si profondément fusionnée avec celle de son cheval que les deux ne formaient pratiquement qu'une seule entité. Cela créait un niveau de snobisme si extrême qu'il en devenait souvent suicidaire. Pour beaucoup de chevaliers, l'idée de mettre pied à terre et de combattre à pied constituait le déshonneur ultime, une dégradation impensable qui les plaçait au même niveau qu'un simple fantassin paysan. Il existe de nombreux récits de batailles où des chevaliers, ayant perdu leur monture, se rendaient immédiatement ou restèrent simplement immobiles en acceptant leur sort, refusant de s'abaisser à combattre sur leurs propres jambes. Ils préféraient être capturés ou tués plutôt que de subir l'embarras social d'être vus en train de combattre comme un homme d'infanterie. C'est un degré d'arrogance véritablement difficile à comprendre. Choisir la mort plutôt que le simple avantage tactique de ne pas être une cible immobile. 18. Les Jeux olympiques du Pou. Entrons maintenant dans le domaine de la légende, dans une pratique si répugnante qu'elle ressemble à un délire fiévreux. Bien qu'il s'agisse probablement davantage de folklore que d'un événement sportif largement répandu, le concept du concours de poux saisit parfaitement l'idée déformée que les chevaliers se faisaient de la robustesse. L'histoire raconte que, pour prouver leur endurance et leur indifférence totale aux épreuves, des chevaliers s'affrontèrent dans des compétitions visant à déterminer qui pouvait héberger le plus de poux sur son corps. Dans un monde sans bain régulier, les poux étaient pour tous des compagnons constants et irritants. Mais au lieu de les considérer comme des parasites, ce mythe les présente comme une mesure de la ténacité d'un homme. Le vainqueur n'était pas le plus propre, mais le plus infesté, celui qui était le plus capable d'ignorer la misère rampante. C'est un symbole puissant de leur conviction que la véritable force consistait à se complaire dans la saleté et l'inconfort, transformant une crise de santé publique en trophée personnel. 19. Sauter d'une tour. Voici une autre croyance qui se situe à la frontière même de l'histoire et du mythe, mais qui illustre parfaitement l'abandon absolu et téméraire de l'état d'esprit chevaleresque. La légende évoque une épreuve brutale et ultime de foi et de virilité. Un aspirant chevalier devait sauter d'une tour de château pour prouver sa valeur. S'il survivait, c'était le signe que Dieu était intervenu personnellement, le marquant comme élu et digne de la chevalerie. S'il n'y survivait pas, eh bien, il n'était manifestement pas fait pour être chevalier de toute façon. Bien que cela n'ait presque certainement pas constitué un examen d'entrée standard, la simple existence d'une telle histoire, le fait que des gens y n'aient cru qu'elle pouvait se produire, en dit long. Elle révèle une vision du monde où la faveur divine n'était pas seulement une croyance, mais une force physique que l'on pouvait tester avec son propre corps fragile. Un jeu cosmique de défis où le prix de la défaite était tout. 20. Le toucher royal et la pièce de toucher. Si vous souffriez d'une maladie désagréable au Moyen Âge, vous aviez quelques options, les sangsues, les cataplasmes de fumier ou, si vous aviez de la chance, être touché par un roi. Il existait une croyance largement répandue, connue sous le nom de toucher royal,
selon laquelle le monarque possédait un pouvoir sacré, accordé par Dieu, capable de guérir certaines maladies, en particulier une affection cutanée appelée scrofule. Les gens faisaient la queue sur des kilomètres pour avoir une chance que le roi leur impose les mains. Mais la magie ne s'arrêtait pas là. Afin de faire durer la guérison, les rois commencèrent à émettre des pièces spéciales, ou pièces de toucher, qu'ils bénissaient personnellement et distribuaient. Les gens portèrent ces pièces comme des amulettes, croyant qu'elles conservaient une charge résiduelle du pouvoir guérisseur du roi. C'était une brillante opération de propagande politique, consolidant le droit divin du roi à gouverner par ce qui n'était, au fond, qu'un effet placebo sponsorisé par l'État. 21. La relique dans le casque. Le casque d'un chevalier était la pièce la plus importante de son armure, protégeant sa tête contre des coups catastrophiques. Quel meilleur endroit, dès lors, pour conserver ces talismans magiques les plus précieux? Les chevaliers transformaient souvent leur casque en sanctuaire personnel et mobile. Ils cousaient dans le rembourrage de minuscules fragments d'os de saints, des échardes de la vraie croix ou des morceaux de tissu béni. On croyait que cela procurait une couche supplémentaire de protection divine et surnaturelle, détournant les lames ennemies. Certains y incorporaient même des fils d'argent, non pour leur solidité, mais parce qu'ils pensaient que l'argent possédait des propriétés purificatrices capables de filtrer les pensées pécheresses et de maintenir l'esprit du chevalier pur et concentré dans la chaleur de la bataille. Ils portaient en substance un champ de force sacré, espérant qu'un ongle de saint fasse la différence entre un mal de tête et une décapitation. 22. Payer pour un pèlerin par procuration. Faire un pèlerinage vers un site sacré comme Jérusalem ou Rome était un devoir sacré, un moyen d'expier toute une vie de péché. C'était aussi long, dangereux et incroyablement peu pratique. Alors, que devait faire un chevalier riche et très occupé? Il sous-traitait. Un noble fortuné pouvait engager un pèlerin par procuration, généralement une personne pauvre mais pieuse, pour accomplir tout le voyage en son nom. Le chevalier payait toutes les dépenses et, en retour, croyait recevoir tous les bénéfices spirituels et la grâce divine, sans jamais quitter le confort de son château. C'était la faille sacrée ultime, une façon d'acheter la faveur de Dieu depuis son fauteuil. C'est l'équivalent médiéval de payer quelqu'un pour aller à la salle de sport à votre place en s'attendant à obtenir les muscles. 23. Droit au pillage. Pour un chevalier, le concept de chevalerie possédait un interrupteur d'arrêt très pratique. Après une bataille victorieuse ou le siège réussi d'une ville, ils croyaient fermement à leur droit sacré et incontestable de piller. Cela n'était pas vu comme du vol ou du chaos. C'était une partie fondamentale et attendue de leur rémunération, leur prime sanglante. Un chevalier pouvait se ruer dans une ville conquise et avoir le droit de prendre tout ce qu'il pouvait porter, de l'or et des bijoux au bétail et aux femmes. Cette pratique était officiellement reconnue et souvent encouragée par les commandants pour motiver leurs troupes. Elle révèle la face sombre de leur code d'honneur. La gloire au combat était merveilleuse, mais le vrai prix était la razzia légalement sanctionnée qui suivait immédiatement. 24. Peur des gauchers. Dans un monde régi par les signes et les symboles, être gaucher était un terrible présage. Le mot « sinistre » lui-même vient du latin signifiant « gauche », et ce lien était pris très littéralement. Les gauchers étaient largement considérés comme contre-nature, peu dignes de confiance et très probablement de mèche avec le diable. Pour un chevalier, un adversaire gaucher lors d'un duel était une source de grande anxiété, non seulement parce qu'il était imprévisible, mais parce que sa nature même était jugée corrompue. Ce préjugé profondément enraciné était tissé dans leur société. Les outils étaient conçus pour les droitiers, les places à table lors des festins favorisées dans la droite, et le simple fait d'écrire de la main gauche pouvait vous faire soupçonner de sorcellerie. C'était un monde où la moitié de votre corps était considérée comme intrinsèquement bonne, et l'autre moitié comme purement mauvaise. 25. La ceinture de chasteté. Nous arrivons à l'un des dispositifs les plus célèbres et les plus mal compris de l'histoire. La ceinture de chasteté. L'image populaire est celle d'un chevalier enfermant sa femme dans un dispositif de fer avant de partir à la guerre, garantissant sa fidélité avec une clé et une prière. Voici la partie la plus stupide de cette croyance. C'est presque entièrement un mythe.
La grande majorité des soi-disant ceintures de chasteté que l'on voit dans les musées sont en réalité des faux des XVIIIe et XIXe siècles, créés durant une période de fascination pour le Moyen-Âge barbare. Il n'existe pratiquement aucune preuve crédible qu'elles aient été une pratique médiévale répandue. La croyance elle-même, cependant, l'idée que l'on puisse imposer la loyauté à l'aide d'un morceau de matériel, offre une fenêtre parfaite sur leur état d'esprit. Elle représente le fantasme ultime du contrôle, une solution physique à un problème profondément humain, ce qui est peut-être la façon de penser la plus stupide et la plus chevaleresque imaginable. 26. Des saints hyperspécifiques. La vie spirituelle du chevalier médiéval ne se limitait pas à prier Dieu. Elle consistait à naviguer dans une immense bureaucratie céleste de saints, chacun doté d'une description de poste étrangement spécifique. Il ne s'agissait pas seulement des grandes choses comme la victoire au combat, pour laquelle on invoquait Saint Georges. Cela devenait très pointu. Votre armure vous donnait-elle une vilaine irritation? Vous priez Saint Antoine. Vous souffriez d'un mal de dents? Sainte Apolline était votre référence. Il existait même un saint pour les personnes souffrant de hernie. C'était une spécialisation totale de la sainteté, comme si le ciel était un gigantesque centre de service client avec un service différent pour chaque problème imaginable. Un chevalier se préparant à la guerre pouvait devoir parcourir une liste de contrôle d'une douzaine de saints différents, simplement pour s'assurer que toutes ses bases spirituelles et physiques étaient couvertes, de la pointe de sa lance jusqu'au verru sur ses pieds. 27. Le passage d'armes. Parfois, un chevalier avait tellement d'honneur, de testostérone et de temps libre qu'il devait inventer une manière totalement inutile de le montrer. Voici le passage d'armes. Il s'agissait d'un événement chevaleresque étrange où un chevalier ou un groupe de chevaliers annonçaient publiquement qu'ils allaient défendre un lieu précis, comme un pont ou un carrefour, pendant une période déterminée. Ils défiaient ensuite tout autre chevalier qui passait par là à une joute ou à un duel. Cela n'avait aucune valeur stratégique. Il ne s'agissait pas de contrôler un territoire. C'était une pure démonstration d'ego, une performance théâtrale en direct de leur propre gloire. Ils dépensèrent des fortunes en pavillons somptueux, en armures sur mesure et en festins, dans le seul but d'affronter d'autres chevaliers sans autre raison que le fait qu'ils le pouvaient. C'était l'équivalent médiéval d'un événement éphémère ridiculement coûteux consacré à la violence. 28. Refuser de se battre les jours saints. La piété d'un chevalier était souvent si profonde qu'elle devenait un énorme handicap tactique. Il existait dans de nombreux cercles chevaleresques une règle stricte mais non écrite selon laquelle on ne se battait tout simplement pas lors des grandes fêtes religieuses, comme le Vendredi Saint ou le Dimanche de Pâques. Cela était considéré comme un péché grave. Si cela paraît noble, imaginez les implications militaires. Une armée ennemie pouvait s'approcher directement de votre position, installer ses machines de siège et se préparer à une attaque dévastatrice, pendant que vos chevaliers restaient assis dans leur tente, refusant de combattre parce que c'était un jour saint. Ce n'était pas un phénomène rare, cela a réellement influencé l'issue de campagnes militaires. Leurs ennemis, souvent moins préoccupés par le calendrier liturgique chrétien, exploitaient volontiers cette vulnérabilité pieuse. C'était un cas où leur foi trop forte les rendait stratégiquement impuissants. 29. Le droit de pillage. La chevalerie était un code de conduite régissant la manière dont les chevaliers se traitaient entre eux. Pour tous les autres, il existait un autre code, le droit de pillage. Après la prise d'une ville ou la défaite d'une armée, il était universellement admis que les chevaliers victorieux avaient un droit sacré au butin. Ce n'était pas une descente chaotique dans la folie, c'était une part attendue et formalisée de la guerre, considérée comme un élément clé du salaire d'un chevalier. Il dépouillait méthodiquement une ville de tout ce qui avait de la valeur, hors nourriture, bétail et, horriblement, des personnes. C'était un système brutal qui révélait la profonde hypocrisie au cœur de la chevalerie. Un chevalier risquait sa vie pour son honneur 1 minute, et la minute suivante, il se disputait avec son compagnon pour savoir qui allait voler l'unique cochon d'un paysan. 30. La malédiction des cheveux roux. Dans un monde désespérément en quête d'ordre, tout ce qui sortait de l'ordinaire devenait une cible de suspicion. Et peu de choses ressortaient autant que les cheveux roux. Ce n'était pas un simple préjugé mineur, c'était une superstition profondément enracinée. Les roux étaient si largement considérés comme peu fiables, colériques
et associé à des figures bibliques maléfiques comme Judas Iscariote et Caïn. Cette croyance avait des conséquences bien réelles pour les chevaliers. Un écuyer roux pouvait avoir plus de mal à trouver un maître, et un chevalier roux était observé avec un degré supplémentaire de méfiance. Certaines chroniques décrivent même des traits physiques associés à la trahison, et les cheveux roux figuraient presque toujours en tête de liste. C'était une forme de profilage physiologique, où le destin et la réputation d'un homme pouvaient être décidés par rien d'autre que la couleur de ses cheveux. 31. La goutte était une maladie noble. Dans l'une des démonstrations de snobisme social les plus absurdes de l'histoire, les chevaliers et les nobles réussirent à transformer une maladie invalidante en symbole de statut. La goutte, une forme d'arthrite extrêmement douloureuse causée par une alimentation riche en viande et en alcool, devint connue comme la maladie des rois. Comme seuls les riches pouvaient se permettre de manger et de boire suffisamment pour en souffrir, avoir la goutte était une manière de se vanter de son opulence. Un chevalier boitant à cause d'une articulation enflée et enflammée n'était pas perçu comme malade. Il était perçu comme prospère. C'était un témoignage visible de sa vie de festin somptueux et de vin fin. Ils transformèrent une affection médicale due à la pure surconsommation en un signe d'honneur, célébrant essentiellement le fait que leur régime alimentaire les rendait littéralement infirmes. 32. Payer un pèlerin par procuration. Faire un pèlerinage vers une terre sainte constituait la quête spirituelle ultime d'un chevalier. Mais c'était aussi une contrainte énorme. C'était long, dangereux, et cela vous éloignait d'activités importantes comme festoyer et participer à des tournois. Ainsi, pour le chevalier fortuné qui voulait le salut sans la souffrance, il existait une solution pratique. Le pèlerin par procuration. Vous pouviez engager quelqu'un, généralement une personne pauvre et dévote, pour entreprendre tout le voyage ardu en votre nom. Vous financiez son périple et, en échange, vous receviez tout le crédit divin. C'était une échappatoire sacrée, une externalisation spirituelle du plus haut niveau. Cela résume parfaitement la croyance chevaleresque selon laquelle presque tout, même la rédemption de votre âme, pouvait être obtenu avec la bonne quantité d'argent comptant. 33. Se battre délibérément en infériorité numérique pour la gloire. Et enfin, nous arrivons à la croyance qui résume parfaitement la stupide glorification du chevalier médiéval. C'est la conviction que la mesure ultime de l'honneur d'un guerrier était de combattre sciemment et avec enthousiasme contre des chances impossibles. Un chevalier ne se contentait pas d'accepter une bataille où il était en infériorité numérique, il la recherchait activement. Gagner un combat à force égale allait de soi, mais survivre, ou même mourir héroïquement, dans une bataille où l'on était en infériorité de 10 contre 1, c'était de la matière des légendes. Cet état d'esprit a conduit à d'innombrables désastres tactiques où des armées entières furent anéanties parce que leurs commandants choisirent la voie de la gloire maximale plutôt que celle de la victoire rationnelle. C'était la croyance qu'une mort spectaculaire avait une valeur infiniment supérieure à une victoire ennuyeuse et raisonnable. Voilà donc. Le monde du chevalier médiéval était loin d'être un simple récit d'honneur et de vaillance. C'était un paysage d'idées bizarres, contradictoires et souvent profondément idiots. Quelle est la croyance historique la plus incroyablement stupide que vous ayez jamais entendue, liée au chevalier ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, car l'histoire en est remplie. Et si vous avez apprécié cette vidéo sur le côté absurde du passé, assurez-vous de massacrer ce bouton j'aime et de vous abonner pour en voir davantage.